Bien, démarrons la seconde partie de ce chapitre sur les études quantitatives. Petit retour en arrière, donc dans ce que nous avons vu dans la première partie, on a abordé les objectifs et les moyens des études quantitatives, et puis on avait démarré également la méthodologie du sondage, et abordé les deux premières étapes. Donc on a vu comment définir les objectifs d'un sondage, et comment constituer son échantillon. Donc c'est à partir de cet échantillon-là qu'on va pouvoir aborder les étapes suivantes, et l'étape de détermination du mode d'administration, c'est-à-dire comment on va aller mener cette enquête. Donc pour définir ce mode d'administration, on va prendre en compte trois éléments principaux. Le premier, c'est le délai duquel on dispose. Est-ce qu'on veut des résultats rapides, ou est-ce que c'est un sondage qui peut durer dans le temps? Ensuite, le coût. Quel budget on va allouer à l'administration de ce sondage? Du budget va dépendre beaucoup de choses. Si on n'a pas énormément de budget, on va aller vers des solutions à moindre coût. Si on a par contre, comme l'ont certaines sociétés spécialisées, si on a de gros budgets, on va pouvoir faire des choses beaucoup plus élaborées. Par exemple, on le verra par la suite, du questionnaire en face à face. Puis enfin, la taille de l'échantillon à interroger va aussi déterminer la façon de le faire, parce qu'on va bien sûr pas interroger de la même manière si on a un petit échantillon, hein. On pourrait même aller jusqu'à du recensement, où là on pourrait, avec un petit effectif, on pourrait même aller jusqu'à du face-à-face. Par contre, pour des enquêtes qui nécessitent un échantillon beaucoup plus gros, on va peut-être se tourner vers d'autres solutions où on pourra au même moment, je pense à l'internet, on pourra au même moment interroger une grande quantité. Donc, quels sont les différents modes d'administration qui s'offrent à vous? Donc, il y en a quatre grands qui revêtent chacun leurs avantages, leurs inconvénients. Donc, le premier, c'est du face-à-face, donc de différentes manières, dans la rue, au domicile, sur le lieu de travail du sondé. Donc, il présente comme avantage d'avoir un contact humain. Donc, on va pouvoir créer un climat de confiance qui va amener une certaine sincérité dans les réponses. On aura aussi la possibilité d'échanger avec le sondé. Si jamais il ne comprend pas une question, on va pouvoir l'aiguiller, ou on pourra lui faire préciser ses réponses. Le taux de réponse est assez élevé, puisque ce sont des gens qu'on a identifiés, donc qui sont potentiellement intéressés et directement concernés par le sondage. Donc c'est assez simple de trouver des gens pour répondre à ce questionnaire. Concernant la plus grosse contrainte, c'est le coût, parce qu'on ne va interroger qu'une seule et même personne à chaque instant. Donc c'est-à-dire que pour une personne interrogée, il va nous falloir un sondeur, et donc un sondeur à rémunérer. Voilà, les délais sont très importants, dans la mesure où souvent ça va être des réponses qu'on va écrire. Et on préférera plutôt poser des questions fermées, puisque dans une discussion en face à face, si on pose des questions ouvertes, les réponses seront très compliquées à traiter, parce que ce sera des réponses parfois longues. Le deuxième mode d'administration, c'est un mode d'administration par courrier, par publi-postage, et avec souvent ce qu'on appelle des enveloppes T, c'est-à-dire des réponses gratuites. Le sondé glisse ses réponses dans l'enveloppe et la dépose dans une boîte aux lettres. Donc l'avantage, c'est que le coût est un petit peu plus réduit. C'est assez flexible pour le sondé, dans la mesure où il répond quand il veut. Très souvent, ils le font sous couvert d'anonymat, donc on sait que les gens répondent plus facilement sous couvert d'anonymat, et puis on va pouvoir avoir une couverture géographique assez large. La contrainte, c'est le taux de réponse, qui peut être assez faible, et donc on parle d'un coût relatif, puisque en avantage, on a vu un coût réduit de mise en œuvre, de mise en place de ce sondage. Par contre, par rapport au nombre de réponses qu'on va réellement obtenir, là parfois ça peut être un coût un petit peu plus important. Ensuite, la fiabilité de l'échantillon, donc c'est très important. Quand on est en face à face, on sait exactement qui répond. Quand on est par courrier, on peut toujours avoir le doute de qui a réellement répondu à ce sondage-là. Ça nécessite des questionnaires courts, parce que sur papier, est-ce que les gens ne prendront réellement le temps? Si le questionnaire est long, c'est pas sûr. Donc il vaut mieux préférer des questionnaires assez courts, pas trop compliqués.
Et puis, par courrier, on n'a pas de relation humaine, entre guillemets, avec le sondé. Troisième mode d'administration possible, c'est par téléphone. Donc là, on renoue un contact humain. Et il y a, donc de la même manière que le face-à-face, il y a la possibilité de créer et d'expliquer les questions. Le délai de traitement brevet de cours, puisque souvent dans les bases qui font des sondages par téléphone, les sondeurs entrent directement le résultat des questions dans l'ordinateur, qui va pouvoir traiter le dépouillement, qu'on verra par la suite, qui va pouvoir traiter le dépouillement assez rapidement. Le taux de refus est très élevé, le téléphone est un système qui fonctionne mal dans la mesure où on dérange toujours les gens, au même titre que le démarchage commercial par téléphone. Parfois, on va avoir des difficultés à joindre les sondés. Il y a le risque d'interruption du sondage si vraiment il est trop long. Vous verrez que les gens n'auront aucun mal à vous raccrocher au nez parfois. Et ça nécessite des sondages courts et simples, puisque l'administration par téléphone, c'est pas toujours évident, ne serait-ce que par la qualité de l'échange téléphonique. Et puis le temps que les gens peuvent vous accorder, puisque vous les prenez au dépourvu. Le dernier, c'est le plus simple, c'est celui qui se développe le plus, c'est le plus abordable, donc c'est par Internet, soit par des sites de panel, donc quand on se verra en cours, j'aurai l'occasion de vous en présenter, ou soit par emailing, ou encore par Google Form, et là aussi on y reviendra. L'avantage de l'Internet, c'est que les coûts sont assez réduits, c'est presque essentiellement du temps, sauf si vous utilisez des logiciels payants, mais par exemple Google Form est gratuit. Par contre, si vous faites appel à des sites de panel pour gérer votre sondage, là, vous devrez en payer. Les délais sont très courts, puisque si notre échantillon, même s'il est très important, mais qu'on a un fichier à jour avec toutes les adresses mail, en 3 clics, on envoie 200 000 fois le même mail, et on peut se garantir d'avoir un taux de réponse conforme à l'échantillon. C'est un système qui est adapté au questionnaire à tiroir. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un questionnaire à tiroir? Tout simplement, selon certaines réponses, on va pouvoir aiguiller le sondé vers telle autre question. Par exemple, on cherche à sonder les consommateurs de produits bio. Si à la première question, consommez-vous des produits bio, le sondé répond non, on va pouvoir mettre l'aiguiller vers une autre question qui sera peut-être, je sais pas moi, pourquoi n'en consommez-vous pas, envisagez-vous d'en consommer, etc. A l'inverse, s'il répond oui à la première question, consommez-vous des produits bio, on va pouvoir l'amener vers un autre aiguillage de sondage, avec des questions du type quel type de produits consommez-vous, où achetez-vous vos produits, etc. L'internet est pas mal aussi, puisqu'il y a la possibilité d'adjoindre à son questionnaire des vidéos, des images, des sons, etc. Et on retrouve la flexibilité pour le sondé qui peut répondre quand il veut. Pour les contraintes, donc surtout concernant l'emailing, il y a risque de confusion et d'atterrir dans les boîtes aux lettres de vos sondés, de votre échantillon, d'atterrir dans la boîte des spams, qui est plutôt rarement consultée. Risque d'interruption de l'enquête, si celle-ci est trop longue également. La conception du questionnaire pour qu'il soit le plus confortable possible, donc on va pouvoir parler d'ergonomie, dans la façon de répondre, est-ce que c'est des clics, est-ce que c'est du texte, etc. Donc dans la conception, il va falloir se poser tout ce type de questions, et ça peut prendre parfois pas mal de temps. L'internet garantit moins l'anonymat, donc ça peut faire un petit peu peur aux gens de savoir qui répond. Et encore une fois, comme au courrier, l'échantillon peut être moins fiable, parce qu'on n'a pas de certitude quant à savoir qui réellement répond à notre sondage. Une fois que vous avez déterminé votre mode d'administration, seulement maintenant vous allez passer à la rédaction de vos questions. Donc plusieurs types de questions, à savoir que on va chercher à les alterner, les questions, pour pas tomber dans une espèce de routine. Et encore une fois, je l'ai dit dans la première partie, pour avoir la bonne réponse, il faut poser la bonne question. Donc on n'écrit pas les questions au hasard, et on se pose vraiment avant de les rédiger des questions pour optimiser l'efficacité de notre sondage. Donc le premier type de questions sont les questions fermées, on va en trouver de plusieurs types. Donc premier type, c'est les questions qu'on appelle dichotomiques, où le sondé va avoir un choix parmi deux possibilités. Un exemple très 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 fréquent. Donc exemple que je vous mets sur la droite, êtes-vous marié, oui, non, voilà, typiquement une question dichotomique. Deuxième type de questions, ce sont des questions à choix unique, où là on va avoir un choix possible, un choix à faire,
parmi plusieurs possibilités. Exemple, une question qui porterait sur les tranches d'âge. En troisième possibilité de question fermée, des questions à choix multiples, où là on va pouvoir avoir plusieurs choix parmi plusieurs possibilités. Donc ce qui laisse une plus grande latitude au sondé et qui est adapté à certains types de questions selon ce que vous voulez savoir. Donc les gros avantages de ce type de questions fermées, c'est la simplicité, c'est la rapidité de réponse et de dépouillement. Donc pour le sondé, ça va vite, il faut éviter que ça nécessite trop de réflexion, donc trop de perte de temps pour lui. L'inconvénient, c'est que la quantité d'informations qu'on va tirer de ce type de questions est assez limitée, et que, je pense notamment aux questions à choix multiples, les choix qu'on va pouvoir proposer au sondé risquent d'influencer ses réponses et de limiter le nombre d'informations qu'on va collecter sur. Autre type de questions fermées, on va trouver des questions avec classement. Donc, on va demander aux gens, selon plusieurs possibilités, de les classer par ordre de préférence. Et puis des questions avec notation, où là, pour chacun des éléments, on va leur demander de mettre une note, donc un jugement de valeur sur les critères que nous aurons définis. L'avantage, c'est encore une fois la simplicité, la rapidité. Donc c'est pas très compliqué pour le sondé de répondre à ce type de questions à un ou deux détails près qu'on verra juste après. Et puis de nombreuses exploitations statistiques possibles. On laisse une certaine liberté et ça nous permet, là pour le coup c'est un avantage, d'orienter les thèmes abordés. Donc en inconvénient, c'est, comme je vous le disais, parfois la difficulté pour certains sondés, notamment pour les questions avec classement, de classer un nombre d'éléments trop nombreux. De 1 à 5, ça va. Si on commençait à mettre 10-15 critères et on demandait aux gens de les classer de 1 à 15, en principe, ils classeraient assez facilement du 1 jusqu'à 3, et puis après, le reste serait probablement assez souvent mis au hasard. Deuxième bémol, c'est que chaque individu a son système d'évaluation propre, et que peut-être que les attentes des uns et des autres sur tel ou tel critère ne seront pas les mêmes. Et là, ça renvoie à une notion qu'on a vue dans un chapitre précédent sur les variables individuelles et sociologiques chez les consommateurs, qui font que, Dieu merci, on est tous différents. Toujours dans la rédaction des questions, on va avoir également ce qu'on appelle des échelles d'attitude. Donc c'est des choses que vous connaissez puisque vous l'avez déjà vu et peut-être subi lors d'un sondage. Donc elles sont assez fréquentes et elles nous permettent d'affiner certaines caractéristiques. Donc ces échelles, on en compte deux. La première est l'échelle d'Osgood. Elle évalue le ressenti d'un sondé sur une échelle de bon à mauvais. Donc on va finalement demander un jugement de valeur, là encore, au sondé, et lui demander de mettre une note à tel ou tel élément. Et la deuxième échelle, c'est l'échelle de Likert. Là aussi, vous la connaissez pour l'avoir déjà vue. Donc c'est le type de question où on doit répondre par absolument d'accord, pas du tout d'accord, etc. Et donc qui nous permettra aussi une analyse statistique assez intéressante par de la graduation. On n'est pas dans du binaire oui, non, on va pouvoir mettre une petite question. Enfin, pour poursuivre, vous avez la possibilité de questions ouvertes, où là, on laisse une liberté totale au sondé de répondre à la question. On propose un exemple, que pensez-vous de l'accueil de notre point de vente? Et on lui laisse une liberté totale pour répondre à ça. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a aucune influence exercée par le sondeur, et qu'il y a une grande richesse des informations collectées, et on va pouvoir intégrer, comme on le disait juste avant, on va pouvoir intégrer l'ensemble des variables du système d'évaluation des individus, puisqu'ils ont une totale liberté de réponse avec leurs mots à eux. Le très gros inconvénient, c'est que ça va être extrêmement difficile à dépouiller. Imaginez si vous interrogez 500 personnes et vous récoltez 500 réponses à une question ouverte. Il va falloir prendre chacune de ces réponses, les analyser presque individuellement pour pouvoir sortir une synthèse à l'issue. Parfois, les réponses peuvent manquer de clarté. On l'a vécu lors d'un exercice avec des PAB où on interrogeait les clients d'un magasin de producteurs. Et parfois, on a du mal à comprendre ce que les gens veulent dire,
Et le plus gros danger du marketeur, ça serait d'essayer d'interpréter et du coup de modifier la réponse du sondé. Voilà. Dernier type de questions, très fréquent aussi, ce sont les questions filtres qui vont nous permettre d'évaluer si les gens qui répondent correspondent bien à notre échantillon, et puis d'affiner quelque peu nos résultats. Donc, par exemple, on a choisi d'interroger 500 personnes par mail, et dans notre échantillon, on a identifié qu'il nous fallait 33 réponses d'étudiants. Donc une question filtre pourrait mettre fin au sondage d'un étudiant si nos 33 sont déjà atteints, exemple en le faisant par mail avec un lien vers un sondage internet. On peut configurer soit le site, soit le logiciel, pour que dès qu'on arrive à 33 étudiants, les suivants qui répondent « je suis étudiant », le sondage prend fin pour eux, et comme ça on reste au plus près de notre échantillon. Donc les types de questions filtres que vous pouvez trouver, ce sont celles qui viennent de s'afficher, des questions sur le sexe, sur l'âge, les revenus, l'activité, etc. Une fois que l'enquête est rédigée, on va conduire cette enquête, on va la mettre en œuvre, en essayant de respecter certains éléments. Donc, dans un premier temps, prévoir une présentation du questionnaire, de l'entreprise, du produit, des objectifs, pour, je dirais, mettre dans l'ambiance le sondé, et commencer à le préparer à ce qui va suivre, aux questions qu'on va pouvoir lui poser. Dans le cadre du face-à-face, ça peut permettre également de commencer à instaurer un climat de confiance, et pourquoi pas de valider si la personne que vous avez arrêtée dans la rue pour la questionner fait partie de votre échantillon ou pas. Ensuite, on va essayer de classer les questions par thème, selon la méthode de l'entonnoir. On va plutôt du général vers le particulier. Et puis, on va essayer de mettre des questions filtres dès le début, pour, encore une fois, pour s'assurer de la représentativité de notre échantillon. Ensuite, on va essayer de prévoir suffisamment d'espace, donc que ce soit sur papier en face à face ou par courrier, ou même par internet, prévoir suffisamment d'espace pour les réponses aux questions ouvertes, parce que c'est un petit peu frustrant, si on a beaucoup de choses à dire, d'avoir une toute petite case, et si la frustration naît à un moment sur une question, il y a de fortes chances pour que le sondé n'aille pas au bout du questionnaire. On va essayer d'alterner les questions ouvertes et les questions fermées. Tout simplement, si on ne pose que des questions fermées, une vingtaine de questions fermées, il y a une espèce de routine qui peut s'installer et qui va pouvoir fausser les réponses. De la même manière, si on pose trop de questions ouvertes qui impliquent trop le sondé et qui doit taper une réponse à chaque question, là aussi il risque pourquoi pas de s'ennuyer et d'arrêter le sondage. Et enfin, à la fin, on va insérer une phrase de remerciement, ou dire une phrase de remerciement si on est en face à face. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus, les sondages sont rémunérés au travers des sites de panel. J'aurai l'occasion de vous montrer deux, trois exemples. On rémunère assez facilement les sondés, alors soit en argent, soit en cadeau, soit en points qui vont donner lieu à certains avantages, etc. Donc une fois que vous êtes prêt à démarrer, vous devez d'ailleurs mener une phase de test. C'est-à-dire vous allez interroger 15-20 personnes, ce qui vous permettra de corriger d'éventuelles erreurs dans votre questionnaire. Une question mal posée, une question que les gens ne comprennent pas, une question qui amène totalement des réponses à côté de ce que vous cherchiez à savoir. Bref, cette petite phase de test vous permet d'ajuster 2-3 points sur votre Une fois que vous avez interrogé l'intégralité de votre échantillon, vous allez récupérer toutes ces données-là. Donc, le traitement des données, c'est aussi ce qu'on appelle le dépouillement, et on va simplement regrouper toutes les informations collectées. On va les trier, et puis on va avoir plusieurs types de tri, mais les tris principaux, les plus simples à mettre en œuvre, le plus simple de tous, c'est le tri à plat. C'est-à-dire, on va synthétiser le résultat d'une seule question. Et mes excuses pour la faute de frappe d'une seule question. Exemple, on pose comme première question, êtes-vous satisfait de l'accueil dans notre point de vente? Sur 500 sondés, 340 ont répondu oui, donc 160 ont répondu non. On va compiler ces résultats dans un tableau extrêmement simple. À la question 1, qui a répondu oui, qui a répondu non, 340, 160, et puis on va poser un pourcentage qui nous aidera à la synthèse et à l'analyse en toute fin. C'est le plus simple, c'est le tri à plat, question par question.
Et puis ensuite, on va pouvoir compiler certains résultats, c'est ce qu'on appelle le tri croisé, où là, on va pouvoir synthétiser le résultat de 2 questions. Exemple, je reprends la question numéro 1, est-ce qu'on est satisfait du point de vente avec les mêmes résultats? Et on va poser une deuxième question, à quelle tranche d'âge appartenez-vous? Et on va avoir un nouveau tableau qui compile les deux. Donc, en ligne, la question 1, oui, non. En colonne, pardon, la question 1, oui, non. Et en ligne, la question 2, 18, 24, 25, 44, etc., etc. Donc, on va pouvoir compiler ces résultats et affiner notre analyse. Là, vous avez les résultats bruts. Ces résultats bruts, on va les basculer en pourcentage. Et donc, on se rend compte de certaines disparités selon l'âge et d'un certain niveau de satisfaction selon l'âge. Ce qui peut nous permettre d'avoir des conclusions du style, on se rend compte que moins de 10% des jeunes sont satisfaits de l'accueil dans notre point de vente, alors que plus de 80% des plus anciens, eux, sont très satisfaits. Si on avait gardé le résultat initial, on se serait rendu compte que finalement, le taux global de satisfaction pour notre magasin, pour l'accueil de notre point de vente, il était très satisfaisant. Alors que quand on affine, on se rend compte qu'il y a une très forte disparité, et peut-être prendre la décision de mettre en place des actions correctives, on verra par la suite, mettre en place des actions correctives plutôt dirigées vers les jeunes, puisque les plus anciens sont eux déjà. Donc ça, ce sont des choses on a déjà basculé dans l'étape suivante, qui est élaborer le rapport de synthèse de notre sondage. Et on va essayer de répondre à 2 grandes questions. Est-ce que j'ai appris ce que je voulais savoir? Et est-ce que j'ai bien compris les résultats? Et on verra par la suite qu'est-ce que j'en fais de tous ces résultats. Donc, pour le rapport de synthèse, on va pouvoir visualiser les réponses à nos questions au travers tout un tas d'outils, des choses que vous avez déjà vues, du plus simple, du camembert de l'histogramme, à des choses un petit peu plus élaborées, comme des pictogrammes, des nuages de points, etc. Il existe aussi ce qu'on appelle les araignées, bref. C'est de la représentation graphique et les solutions sont très nombreuses. Le tout, c'est que la solution que vous choisissez, pour faire une retranscription visuelle de vos résultats, qu'elle soit suffisamment compréhensible par la personne qui va lire ces résultats. Donc, quelle est la finalité du type de ce sondage? Il y a énormément de finalités possibles. La plus simple, c'est, souvent on va démarrer d'un constat. On identifie un problème, besoin d'infos complémentaires. On vient de poser une hypothèse marketing et on en est à la phase d'étude. Ce constat nous amène à faire une étude quantitative en parallèle d'études documentaires ou d'études qualitatives. Et la finalité des finalités, si je puis dire, c'est d'amener des actions correctives. On a identifié un problème, le sondage nous permet de le comprendre, on va amener des actions correctives pour le corriger. Quel type d'action corrective? Vous avez par exemple les démarches qualité de plus en plus importantes, des modifications de rayons, de sens client, de méthodes de commercialisation, etc. Vous avez des décisions aussi de commercialisation, une fois que vous avez validé votre mix marketing, et des retouches si nécessaire. Nous en arrivons à la fin de ce chapitre. Vous ne partirez pas les mains vides, puisque l'idée, c'est que vous puissiez mettre en œuvre tout ce qu'on vient de voir, étape par étape, de mettre en œuvre ça en entreprise. Alors concrètement, comment ça pourrait se passer? Donc, l'idée, c'est d'administrer un questionnaire dans le cadre du travail en entreprise. De quelle manière vous pourrez procéder? C'est déjà, dans un premier temps, soumettre l'idée et l'info à l'entreprise que votre module de marketing et votre formateur vous réclament d'exécuter ce travail en entreprise. Ensuite, réfléchir à un thème avec l'entreprise, et ça c'est important, puisque peut-être que votre entreprise aura des idées, peut-être qu'elle a des besoins, et que par manque de temps ou par manque de compétences, jamais personne au sein de cette entreprise n'a mis en place un sondage, alors que ce soit un questionnaire de satisfaction des clients, un questionnaire de satisfaction des salariés, un questionnaire pour les fournisseurs sur les relations que vous pourriez avoir avec eux. Quand l'entreprise est impliquée, on le voit d'expérience,
forcément l'apprenti est bien plus impliqué également lui aussi dans ce travail-là, mais surtout vous avez de l'aide. Parfois on vous amène des moyens, alors qu'ils soient financiers, humains, ou c'est surtout du temps, hein. On vous laisse les moyens de mener à bien cette mission. Donc une fois que vous êtes OK avec l'entreprise, vous construisez et vous administrez le questionnaire. Donc là, moi aussi, je pourrais vous apporter mon aide là-dessus et on en discutera pendant les cours à venir. Pourquoi pas, vous aurez un dossier à élaborer, alors qui explique la démarche, étape par étape. Donc vous pouvez reprendre les étapes qu'on a vues en première partie, chacune des étapes, et vous avez le sommaire de votre dossier. Mais j'aimerais surtout que vous présentiez les résultats obtenus, et, c'est le 5e point, à partir des résultats que vous obtenez, pourquoi pas définir des actions correctives, ce qui pourrait constituer pour vous la base d'une SPV, et on sait que trouver des idées pour les SPV, c'est pas toujours si simple. Voilà, donc ce travail-là sera à rendre au début de la 2e année, ce qui vous laisse suffisamment de temps pour faire quelque chose de qualité. Et d'ici là, nous aurons eu ensemble plusieurs heures pour travailler sur Google Forms, puisque c'est la méthode que je vous conseillerais d'adopter, puisque elle est gratuite, et puis parce qu'elle est simple. Vous créez le questionnaire sur Google Forms, ça génère un lien, vous envoyez ce lien à votre échantillon, les gens viennent y répondre, Google compile les résultats en temps réel, et il vous sort aussi les histogrammes et le rapport de synthèse. Le plus gros boulot de toute façon, c'est la création et l'analyse, et ça reste à votre charge. Google ne pourra pas vous aider. C'est la fin de cette 2e partie, donc la fin de ce chapitre. Je vous remercie de votre attention.